Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons nommer le secrétaire de séance. Marielle, est-ce que tu veux bien? Par contre, tu vas. C'est ça, quelque chose pour noter? Nous allons procéder à l'appel. Paul Adam a donné procuration à Cyril Duval, Bernard Alban, oui. Mireille Bédia, oui. Sandrine Boisson, oui. Alain Campion, oui. Nathalie Cazu, Pascal Cognac, Bernadette Dagonet, oui. Corinne Dudu a donné procuration à Bernadette Dagonet, Olivier Dumas a donné procuration à Alain Campion, Cyril Duval, oui. Nelly Duvernay, oui. Carole Fauvette, oui. Marie-Ange Pavel a donné procuration à Pascal Cognac, Virginie Fraisse, oui. David Garros, présent. Pierre Gobert a donné procuration à Pierre Bouillon, Jean-Sébastien Laurent, oui. Pierre Niag a donné procuration à Virginie Fraisse, Anthony Maufroy, pour l'instant absent, Hélène Mercier, présent. Anne-Marie Perret, oui. Philippe Pro, présent. Marielle Thomas, oui. Pierre Bouillon, présent. Et Nicolas Zilaski a donné procuration à Marielle Thomas. Je vous fais donc passer ma feuille d'émargement. Il n'y a pas d'approbation de compte-rendu, contrairement à ce qui était joint dans la convocation, puisque vous avez eu le compte-rendu succinct qui est apparu. Et on arrive directement au dossier numéro 1, qui est la sortie d'inventaire. Vous verrez, les trois dossiers qui se suivent sont intimement liés, puisque c'est la sortie d'inventaire qui est effectuée du bâtiment Impasse des Terreaux. Après, c'est la cession de la parcelle AD 104 Impasse des Terreaux. C'est la même parcelle, et puis ensuite, évidemment, une décision modificative à effectuer côté financier. Concernant donc la sortie d'inventaire du bâtiment Impasse des Terreaux, le bien est inscrit dans l'actif de la commune dont la valeur est supérieure à 4 600 €, nécessite une délibération du conseil municipal. Ceci afin d'être sorti. Pour votre information, le bâtiment dont on parle, Impasse des Terreaux, la D104, c'est le fameux bâtiment qui a pris feu le 25 août 2017. On eut eu lieu de la démolition, bien évidemment, puisque le bâti a été entièrement rasé, et il avait été estimé en 1997 en son temps à 9 100 €. Le bâtiment étant démoli, il convient donc de prévoir sa sortie de l'actif du budget communal, donc de la valeur nette comptable de 9 100 €. Si des observations, on va passer au vote. Des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Le numéro 2 est la cession de la parcelle AD 104 Impasse des Terreaux. Donc cette parcelle maintenant est nue, sans bâtiment dessus. Il est proposé de la vendre à messieurs Nico, Jean-François et Pierre-Alain. Ça représente une surface de 32 mètres carrés. Conformément à l'estimation des domaines, il est proposé de leur vendre un montant de 3 200 €, soit 100 € le mètre carré. Pour rappel, c'est la somme qui avait été vendue pour ce qui est des terrains à côté concernant la maison de santé. On s'est entretenu avec les deux personnes, messieurs Nico, et qui
conviennent également du prix. Alors, comme vous le voyez et comme on l'avait déjà réalisé, on ne va pas passer devant le notaire, hein, puisque je vous rappelle qu'on a effectué des formations pour Vanessa et pour tous les actes administratifs en dessous de 15 000 €. Donc c'est ce qui vous est préconisé ici, c'est qu'à ce moment-là, déjà se prononcer sur la cession du tellement, et puis en cas d'approbation, que M. Pro, premier adjoint, puisse signer l'acte de cession avec les acquéreurs en la forme administrative. Des compléments d'information, allez, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? On arrive par conséquent à la décision modificative numéro 5 au budget principal, qui concerne évidemment le même tellement, puisque nous avons eu une indemnisation de l'assurance d'un montant de 49 000 €. Et la vente que nous venons de voter pour 3 200 €, ce qui représente donc 52 200 €, mais évidemment il y a des coûts quand même qui sont associés de la démolition et des amiantages pour un montant de 25 000 €. Donc dans le tableau qui vous est joint, ce qu'on vous propose tout simplement, eh bien, c'est de faire bouger la ligne de dépenses imprévues, de l'augmenter en conséquence de la différence des 27 000 €, c'est-à-dire qu'on arrive à 52 000 € et l'équilibre est parfait. Pas d'autres précisions, Mireille? Voilà. Donc, puisque c'est une somme qu'on ne va pas dépenser immédiatement. J'espère pas. Donc, des dépenses imprévues, il y en a toujours, vous me direz. Mais voilà ce qui vous est proposé sous la forme. Des questions? Et donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Unanimité. Le dossier numéro 4 est l'attribution d'un mandat spécial. Ce mandat spécial, il est de deux sortes, puisqu'il y a deux missions différentes. La première mission est celle qui m'est attribuée pour me rendre au congrès des maires, celle qui vous est demandée. Attribuée, c'était l'an dernier et les années précédentes, pour rappel. Et ce congrès se déroulera donc du 20 au 22 novembre. Je précise bien évidemment que ces sommes sont inscrites déjà au budget, dans le budget primitif. La deuxième est une donc, attribution de mandat spécial à une adjointe pour le salon des maires et le salon Equita. Donc, puisque la personne de Marie-Ange Favel viendra sur la journée, elle, du salon, en faisant l'aller et retour le mardi, donc pour les projets de la collectivité. Le salon Equita, donc c'est une autre opération qui est liée, elle, à la foire et au développement des activités donc, de la foire équestre, puisque j'en viens au mandat spécial que nous vous demandons également pour la conseillère municipale Pascal Cogna, de bien vouloir prendre en charge le billet d'entrée qui est d'un montant de 21 €. Voilà, et je reviens sur Marie-Ange, il y a 21 et 9 €. Et puis après, pour ma part, déjà je connais le montant du frais de TGV qu'on mettra, généralement les repas aussi, sont assez intégrés. Toujours pareil dans le cadre du budget qui nous est alloué. J'ai des questions? Oui. Oui. Normalement, un adjoint il reçoit des indemnités pour ses déplacements. Pourquoi on est obligé de revoter à nouveau? Pour Pascal, c'est différent, elle ne touche pas d'indemnité. Donc, c'est normal que ses frais soient remboursés. Mais vous, pareil, parce que c'est vraiment à l'extérieur de Paris. Mais pour Marie-Ange, enfin j'ai rien contre Marie-Ange, attention, simplement je me pose la question, puisqu'elle a déjà des indemnités, pourquoi elle ne rentre pas ses frais sur ses indemnités? Alors, bien entendu, si ça vous est présenté, c'est parce que la loi l'autorise, hein, et que l'indemnité est en dehors du territoire communal.
Donc elle a parfaitement le droit, et on a parfaitement le droit, bien entendu, d'attribuer des frais de mission également pour les élus, indemnité ou pas indemnité, là dans le cas présent. Parce que le principe, il est le même hein, que ce soit pour le maire, hein, c'est pas une question de distance qui puisse s'opérer, mais dans le cas présent, de la même façon, oui, un adjoint peut demander avoir le remboursement donc des frais de mission. Avec les indemnités qui étaient versées tous les mois, rentrer dedans les frais annexes de déplacement en cas de... Considérés sur le territoire local. Et qu'est-ce qu'on entend par des prestataires en communication? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de développer la digitalisation. Donc, à titre d'exemple, il y a une entreprise qui a été rencontrée ici sur la commune de Montmerle, qui est pour développer la digitalisation au niveau de la foire, c'est-à-dire des réservations qui puissent s'effectuer directement en ligne, des paiements en ligne, ce qui évite toutes les opérations comptables, et l'économie est environ estimée déjà dans un premier temps à 150 heures de temps à temps. Voilà l'une des missions qui est sur toute la digitalisation. Moi, je voulais poser une question, ça me dit un petit peu, mais Marie-Ange, par rapport à la communication, puisque ça fait quand même un moment qu'on n'a plus de commission, sauf erreur de ma part. Hein. Et je me dis, bon, elle va aller ailleurs, voir, tant mieux, hein, si elle trouve quelque chose, mais je suis quand même surprise de voir qu'on n'a plus de commission, on ne peut plus discuter. Par exemple, la cérémonie du 11 novembre, c'est très bien, je n'ai rien à dire. Hein. Mais je veux dire, qui l'a décidé, qui a participé. Je fais partie de la commission communication. Je voudrais que quelqu'un me dise la dernière réunion qu'il y a eu, c'est dommage qu'elle n'est pas là, mais tant pis. Hein. La dernière réunion qu'il y a eu, elle remonte à très longtemps. Donc, je ne sais pas si elle travaille toute seule, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui se réunissent avec elle. Moi, je n'en entends plus parler. Je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que le Castel de Valrose, c'était quand même un gros dossier. On a toujours travaillé sur tous les sujets, que ce soit les achats, que ce soit le Castel en lui-même, que ce soit la communication. Marielle nous a réunis, la commission a travaillé sur tous les sujets. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a qui travaillent ou en Canada seul, ou alors, je ne sais pas si je ne suis pas invitée, je ne sais pas, mais là, il y a quand même, à mon avis, il y a un blanc, j'aimerais bien qu'on m'explique. Bon, alors je ne vais pas pouvoir donner l'explication ce soir, hein, parce que c'est plutôt à elle de pouvoir le justifier immédiatement. Comme vous le savez, je ne me rends pas dans les commissions, ou sinon que pour saluer, pour laisser toute liberté et travail des commissions, justement, en toute autonomie. La question est notée, évidemment, et sera rapportée au prochain conseil municipal. Merci. D'autres observations? C'est pas une observation, mais oui. Notre commune étant répertoriée dans le monde du cheval, est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'avoir quelques places gratuites de la part d'Equita, par exemple, non? Ou alors ils sont tellement pingres que... voilà, par exemple. Auparavant, on en avait obtenu... on les avait obtenus de la région. Ouais. Donc nous les avons plus. On en a bien pour le machin, là, comment ça s'appelle, à Bourg, là. Le camping est gratuit pour tout le monde. Voilà, donc on a bien des invitations de tout le monde. Donc oui, on a tous la gratuité sur ce lieu-là. Equita, je regarde pas ça, parce que c'était des places qui nous étaient offertes directement par la région. Et plus cette année. Voilà. Est-ce qu'on les demande? On les a demandé, bien sûr, mais c'est parce qu'on n'a pas eu le retour cette fois. Eh bien, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Je reprends dans l'ordre. Marielle, Bernard, Bernadette Dagonet, 2. Alain Campion, Hélène Mercier. Alain, il y avait des procurations? Oui, 2. d'Olivier. Donc 2, oui. 2 de Alain Campion. Ensuite, excusez-moi, je vous laisse. Et Anne-Marie. C'est tout bon? Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie.
Dossier numéro 5 est l'approbation du règlement intérieur du gîte du groupe, du gîte de groupe, pardon, du Castel de Valrose. Si vous le voulez bien, je vais laisser Marielle nous présenter ce dossier. Alors, donc, on doit adopter un règlement intérieur pour le gîte du Castel de Valrose. Donc, le règlement intérieur a été travaillé par la commission, soumis au service pour voir la validité au niveau réglementaire et puis tout ce qu'on aurait pu oublier. Et donc, vous l'avez reçu et peut-être lu. Enfin, j'espère. Ce que je vous propose, sauf si vous le souhaitez, c'est de ne pas le relire du début jusqu'à la fin, parce qu'on va partir du principe que vous l'avez lu, sauf si certains d'entre vous exigent qu'on le lise ce soir. Par contre, je souhaite vous faire part de modifications qu'on souhaiterait apporter. Parce qu'en fait, il y a certains articles qui n'ont pas été modifiés suite aux dernières décisions prises par la commission. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous indique ce qu'on souhaite modifier après relecture et puis avoir votre validation sur le texte initial que vous avez lu et les 4 modifications mineures à apporter. N'hésitez pas à m'interrompre si c'est pas clair. La première modification voilà, très bien. La première modification est dans l'article 1. En fait, c'est une modification d'ordre grammatical qui change le sens et qui donne le bon sens à la phrase. Et je remercie Philippe qui m'en a fait la remarque tout à l'heure, de changer aucune prestation imposée au propriétaire à la place de par le propriétaire. Puisqu'en fait, ce qu'on souhaitait dire, c'était que les locataires ne pouvaient pas imposer à la commune de réaliser des prestations de petit déjeuner, etc. Donc on ne l'avait pas écrit de la bonne façon pour que ça soit compréhensible. Donc on enlève par le propriétaire et on met au propriétaire. Voilà. Ensuite, on est à l'article 11. Voilà l'article 11. Non, je ne sais pas. Non, pardon. Ah si, pardon. Si, non, c'était pas le début de l'article 11, pour ça que je ne trouvais pas. C'était sur le plan d'évacuation affiché dans les locaux. Voilà. En fait, ça c'était, parce que j'ai vu au dernier moment, donc j'ai pas eu le temps d'en discuter, mais on va faire un plan d'évacuation alors qu'on n'est pas un ERP. C'est une question technique. Pas d'obligation. Okay. Pas d'obligation. Voilà, c'est ce qui me semblait. C'est quand même mieux de le faire. D'accord. Comme vous l'avez Donc proposé. voilà, on le fera parce qu'on ne l'a pas fait par contre. Donc on va le laisser, mais ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse. Et dans le même article 11, par contre, les consignes de sécurité, les numéros d'urgence sont apposés sur les consignes dans le hall d'entrée, donc ça oui. Et les chambres, il n'y aura pas de consignes dans les chambres comme dans les hôtels. Donc il faut enlever et les chambres. Par contre, il y aura bien les consignes dans le hall d'entrée et sur le livret d'accueil des clients. Ensuite, c'est sur... Ah, pardon, je suis un peu bouillon, excusez-moi. J'ai pas mis mes feuilles au bon endroit. Donc du coup, je tourne la page et j'en suis à l'article 8. Après avoir lu l'article 11, excusez-moi. Donc sur l'article 8, c'est concernant le linge de toilette, parce qu'en fait, on a beaucoup discuté là-dessus, on est revenu plusieurs fois en arrière. Donc le définitif, c'est le linge de toilette comprenant une serviette de bain et une serviette de toilette par personne,
sera mis à disposition comme les draps au pied des lits. Donc on ne louera pas le linge de toilette, on va le fournir en même temps que les draps et inclus dans le tarif. Donc ça veut dire que du coup, on enlève peut-être louer sur demande selon le tarif en vigueur, ça c'est enlevé. Et on enlève et avant le sera, et on enlève aussi alors après le sera. Donc ça dit bien, le linge de toilette, comprenant une serviette de bain et une serviette de toilette par personne, sera mis à disposition comme les draps au pied des lits. Donc je vais essayer de rester dans l'ordre. Article 13. Comme dans l'article 9, on parle de la nourriture est interdite dans les chambres, on parle de consommation aussi. On parle de la nourriture dans les valises. C'est un gîte, ils peuvent amener leur nourriture. Oui, c'est la consommation de nourriture dans la chaudière, voilà. Oui. De préciser, peut-être de préciser. Oui, pas que la nourriture. Voilà. Ah, on en avait parlé, c'était surtout la consommation. Oui, mais oui, d'accord, mais je comprends. Moi, si je lis un règlement où c'est marqué la nourriture est interdite dans les chambres, c'est la consommation d'office. Mais oui, on peut faire plus précisément. La consommation de nourriture est interdite dans les chambres. C'est bon? Ok. Article 13 sur les animaux. Donc de la même façon, sur les animaux, ça a été des grands débats, des allées, des retours. Et donc finalement, donc sur l'article 13, c'est l'inverse de ce qu'il y a à noter. Donc les animaux sont autorisés à l'intérieur du gîte sous la surveillance et responsabilité de leurs propriétaires. Voilà. J'ai pas entendu le blague. Bah oui, puisque là, les animaux sont utilisés. Donc pour rappel, et on verra dans les tarifs après, il y a pour plus de responsabilisation, il y a une caution et un tarif pour les animaux. Ensuite, article 30, c'est simplement une modalité pour être plus précis. Sur la fin de l'article 30, il est noté qu'une clé du portail est remise à l'état des lieux. Et en fait, ce n'est plus une clé puisque c'est un code d'accès. Donc c'est simplement à la place un code pour les portails est remis à l'état des lieux. C'est la même chose, simplement c'est un code à la place d'une clé. Article 31, de la même façon, en plus du volet roulant, pour avoir une sécurité encore plus affirmée, on a pourvu la piscine d'une alarme. Donc c'est simplement pour le rajouter. Donc on est article 31 sur la deuxième phrase, la piscine est sécurisée par un système de volet roulant et une alarme répondant aux normes en vigueur. Voilà, après, sur la fin de l'article 31, je crois qu'il faut un Y à dysfonctionnement, si je ne me trompe pas. Voilà. Et dans l'article 33, un accent sur le ou. Et voilà pour les modifications que du coup nous souhaitions apporter au texte global. Pourquoi? Dans l'objet ou bien la cause, ça veut dire. Dans l'objet ou bien la cause, ça veut dire. Ah, c'est le ou bien? D'accord, donc je n'ai pas compris comme ça cette phrase. Carole, puisque c'est Carole et Nicolas qui ont. Alors après, on l'a relu en commission et on a donné notre avis, mais le travail a été effectué par Carole et Nicolas. Donc je reviens à l'esprit des créateurs. Donc c'est un ou bien. On reprend le.
gain à cause s'avérerait incompatible? Non, C'est avec un accent. Bah, moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Non, ça semble pas très... Alors, il faut l'écrire autrement. Moi, je le verrais bien, sans accent, mais... Parce qu'on parle... Ah, et bien, il n'y a pas d'accent. On enlève la cause ou on laisse le gestionnaire réflexion. se réserve le Faut droit. changer la phrase, quoi. Qu'elle soit plus lisible. Tout contrat dont l'objet s'avérerait incompatible avec la destination des lieux. Et on enlève. Ouais, c'est ça. J'ai enlevé. Ok, d'autres... N'hésitez pas. Non, une question? Alors, il propose tout contrat dont l'objet ou l'exécution s'avérerait incompatible. C'est peut-être ce qui était derrière. Donc à la place de cause. Ok. Ok. Parce qu'effectivement, l'objet c'est une chose, mais l'exécution du contrat c'est autre chose. C'est comment on fait. Donc c'est EMT et S. Ça veut dire on vient pour... Parfait. Parfait. S'il n'y a pas d'autres observations, on va pouvoir passer au vote. Y a-t-il des abstentions sur ce Je règlement? crois pas que ce soit un ENT. Si c'est un ou, Est-ce que c'est bien telle chose ou telle chose? avec et ce serait ENT. Bien. On regardera la forme-là, mais au moins le fond. Important. Le mieux, c'est sans faute quand même. Bien évidemment. Alors, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? C'est noté. Merci. Je crois qu'il y avait une demande pour la présentation des... Oui. De là. Comme c'est pas à voter, c'est juste une présentation. Non, oui, ce sera une information. Donc je le fais maintenant ou... Eh bien, oui. Allez, on passe dans le sujet, c'est parti. Voilà. Donc c'est une information sur les tarifs qui ont été travaillés par la commission, soumis à Gîtes de France pour en vérifier la compatibilité avec et le produit et ce qui se faisait sur le territoire, en sachant qu'on avait fait déjà ce travail en amont, mais c'était bien aussi d'avoir un retour des professionnels, et qui sont bien entendu compatibles, donc très très peu éloignés et même un peu plus forts que ceux qui avaient été pris pour faire le business plan qui avait été présenté au mois de mars, je crois, au conseil municipal. Donc voilà, il y a juste, on a juste revu à la hausse, donc ça n'est pas du tout en danger le business plan, les tarifs. Donc, semaine complète, alors pour qu'il n'y ait pas de confusion par rapport au site de Gîtes de France. Nous, quand on a travaillé sur la semaine complète, on était sur 6 nuits. Eux, sur leur site, quand ils affichent semaine, une semaine, c'est 7 nuits. Donc on est bien sur
sur les mêmes tarifs, c'est juste qu'on ne les présente pas de la même façon. Donc 6 nuits, c'est 1800, mais si c'était 7 nuits, c'est 2100. Si vous allez sur le site de Gîtes de France, vous voyez, puisqu'ils présentent tous leurs gîtes avec le prix à la semaine, vous voyez une semaine, 2100 €. Ça revient bien exactement au même. La nuitée du lundi au jeudi inclus, c'est 350 €, avec la nuitée supplémentaire du lundi au jeudi inclus, 300 €. C'est-à-dire quelqu'un qui loue un lundi soir, donc ça va coûter 350 €. S'il rajoute le mardi soir, ça sera 300 € supplémentaires. Et s'il rajoute le mercredi soir, c'est à nouveau 300 €. Le week-end, 1050 €, donc le week-end, il ne peut pas être séparé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas louer que le samedi, par exemple. C'est vraiment, ça c'est pour garantir, éviter justement de louer juste un samedi soir et de se fermer la porte à la location d'un week-end qui rapporterait plus d'argent, puisqu'on est tous d'accord pour dire que ce qu'il faut, c'est que ce gîte se remplisse et qu'il ramène de l'argent pour baisser les pertes et à terme, je l'espère, faire des bénéfices. Donc là, on est sur le week-end, donc du vendredi au dimanche, 1050 €. Et la location donc, sur laquelle on va travailler à partir de maintenant, plus précisément au sein de la commission, qui est une location en journée, en semaine, 400 €. Donc c'est tout le bas qui est loué à la journée entière avec les équipements et inclut le ménage, parce que dans les autres cas, on aurait possibilité d'avoir un forfait ménage à 100 € ou pas, mais après il faut qu'ils le rendent dans un état parfait si le forfait ménage n'est pas pris. Et on en parlait tout à l'heure, le forfait par animal de compagnie est à 18 €. Ensuite, on a les cautions, donc 1000 € pour le bâtiment et 300 € par animal de compagnie. La caution pour l'animal nous a été fortement suggérée par Gîtes de France. Voilà. Et comme on a dit tout à l'heure, le linge de lit et de toilette est fourni, par contre non installé, pour gagner du temps à l'agence. Il y a quand même beaucoup de lits à faire. Pour la commission, on les a fait, on a pu voir le temps que ça prenait de faire les lits et du coup, voilà. Donc c'est pour ça que la commission a décidé de mettre la gratuité pour le linge, mais en contrepartie, pas d'installation. Voilà pour cette partie-là. Une petite question. Si une famille désire, plutôt d'aller au camping, louer une semaine en été, par exemple, est-ce que vous acceptez la famille ou est-ce que c'est vraiment réservé à des groupes qui viendraient faire des séminaires, des choses comme ça? En fait, tu peux être tout seul, tu veux te faire un kiff toute seule pour être tranquille, essayer toutes les chambres, passer quand tu veux dans la piscine, tant que tu payes 1050 € au week-end. Non, mais par exemple pour une semaine, parce que quelqu'un qui fait ça. C'est pareil, tant que tu payes tout seul ou 15. Ok. Si tu es un peu américaine, tu peux laisser. Non, mais est-ce que c'est réservé à des groupes ou des familles? Non, parce que ça, tu peux pas. C'est discriminant au départ. Non, il n'y a pas de nombre minimum. On ne dit pas vous êtes 2, on ne vous loue pas, ou vous êtes 15. C'était pas sur le nombre, c'était sur le fait que c'était ou une famille avec des enfants, peu importe, et un groupe qui soit là pour faire un séminaire. C'est dans ce sens-là. Bien sûr, le prix reste le prix, quel que soit celui qui va louer. Ouais. Mais c'était ça, est-ce que vous... Mais je comprends pas si on choisit les clients. Je suis désolée, je comprends pas. Puisque c'est un gîte de groupe. Ouais. Non, un gîte de vous groupe. aviez parlé de faire beaucoup de séminaires, des choses comme ça. Donc je voulais savoir si c'était réservé qu'à ces gens-là ou si des familles pouvaient s'inscrire. Non, en fait, les gîtes
fait, ça veut simplement dire que tu ne loues pas les chambres à l'unité. D'accord. C'est juste ça en fait. C'est que tu loues la maison. Ce que je disais tout à l'heure, que tu sois 1 ou que tu sois 15, tu peux pas la plus de 15, mais que tu sois 1 ou 15, tu loues toute la maison. Parce que tu as des gîtes où tu pourrais, c'est quand même des gîtes, hein, et pas des maisons d'hôtes, des gîtes, où tu pourrais dire, ben, je loue la Joséphine Baker, et puis ils se partagent la cuisine, la piscine, le salon, et puis il y a quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir, je loue la Coco Chanel. Mais ça, ça existe, c'est possible aussi d'avoir des gîtes sous cette forme-là. Après, c'est pas du tout le même temps agent, voilà, c'est pas le même coût d'exploitation. Parce que ça veut dire que tu fais que des entrées-sorties comme dans un hôtel. Donc ça va bien à la montagne où du coup, voilà, c'est plus des gîtes de randonneurs où il n'y a pas trop d'installations à faire, de nettoyage, etc., où ça reste sommaire. Et là, un gîte de groupe, ça veut juste dire ça, c'est-à-dire que c'est la maison en entier. D'accord. Et après, l'idée pour les entreprises, c'est surtout de louer en semaine, parce que on se dit, alors peut-être que ça va nous donner tort, mais l'étude qu'on a faite nous dit que on va plutôt louer pendant les vacances et le week-end, mais par contre, en semaine hors vacances, ça risque d'être un peu justement vide. Et c'est là où il faut qu'on attaque les entreprises pour qu'elles viennent combler ces périodes creuses en fait. Je t'ai répondu, ouais. On a fini par se comprendre. Ce sera le deuxième temps, le tourisme d'affaires, hein, ça a été évoqué, on s'est rendu auprès du département aussi. C'est pour cette raison qu'on traite l'accessibilité, justement, parce que pour le tourisme d'affaires, on a besoin des réunions qui peuvent être avec plus de 15 personnes. Pour cette raison. Donc là, ça sera c'est la deuxième démarche. Et nous, on ira aussi à la pêche aux subventions, parce qu'on est sur une autre catégorie. Pardon. Bon, on va donc se notifier, mais a priori, c'est bon signe pour les demandes de subventions, qu'elles soient de la région ou du département. Parce que nous sommes allés. Et celle de la commission. Oui. Non, pas juste. Oui. Oui, moi j'avais une remarque sur le ménage. 100 €, ça me paraît pas beaucoup, puisque la dernière fois vous avez évoqué que l'agent communal, 8 heures, ça allait faire peu. Donc là, vous avez dit, quand il prenait le forfait ménage, c'était une entreprise extérieure que vous allez prendre. Non, On ne sait pas. Est-ce que vous avez pu faire un devis Alors, une entreprise extérieure, c'est 25 € de l'heure. C'est ça, donc ça te fait 4 heures pour tout nettoyer par des professionnels. C'est suffisant. J'en ai discuté justement avec des professionnels. Parce que du coup, et l'agent communal 8 heures, alors pourquoi l'agent communal 8 heures Parce que je répète, l'agent communal il n'est pas là que pour faire le ménage. C'est aussi elle qui va faire l'accueil des personnes, qui va récupérer tout ce qui est justement linge de lit, linge de toilette, pour le remettre dans les... alors, elle n'aura pas à défaire les lits par exemple, il faut pas faire le tour des chambres, tout mettre dans les sacs, mettre les sacs à disposition du prestataire externe qui lui s'occupe du linge. Au moment de la location et avant la location, faire le tour du gîte, s'assurer que tout est ok, que tout fonctionne, monter le chauffage s'il faut monter le chauffage, si on est en hiver, déposer au pied du lit le linge, plus faire le ménage. Donc c'est ça fait 4 heures s'il y a une seule location. Après, dans le business plan, on avait mesuré le temps, la rotation des locations qui nous obligerait certainement à faire appel, soit à monter les heures, soit à faire appel à des prestataires externes. Mais au départ, on commence déjà en interne et de voir comment ça se passe, et puis on ajustera. S'il y a plus d'inondation par semaine. Après, il faut savoir que les tarifs, ils pourront être ajustés aussi, ils pourront être revus, ils pourront être ajustés, ils peuvent être changés. C'est comme les animaux, hein. Pour l'instant, les amis, parce que après discussion avec Gîtes de France, la plupart des gîtes refusent les animaux.
aujourd'hui et de plus en plus. Et donc on s'est dit que c'était une façon de se démarquer et un atout commercial. Maintenant, si ça se passe mal, malgré la caution, si on s'aperçoit que c'est pas compatible et que à chaque fois ça pose des problèmes, on reviendra en arrière et on changera. Voilà. Oui, mais si le ménage est faisable en 4 heures, je comprends mieux le tarif. Par des professionnels. Je pense que si c'est moi qui vais faire le ménage, je me ferai plus de 4 heures. Très certainement. Mais les professionnels, normalement, bien organisés et bien outillés, ils vont plus vite. Puis ça dépend si tu l'as marié si c'est le matin ou du soir. Ouais, mais c'est sûr, hein, si c'est 6 heures du matin, il ne va pas se passer grand-chose. Très bien, merci pour toutes ces précisions, Marielle. J'en profite pour parler du petit message que nous avons eu de la journaliste qui m'a envoyé aussi un petit texto aujourd'hui pour nous indiquer que donc, TF1 a beaucoup apprécié le reportage qu'elle leur a transmis et qui sera diffusé très prochainement. Donc on nous confirmera la date. Voilà, donc elle t'avait écrit et elle vient de le confirmer encore aujourd'hui. Oui, elle a montré le film à TF1 parce que c'est une boîte de production qui fait ses reportages et qui les vend à TF1. Donc il y a toujours un peu le suspense parce que si TF1 trouve que c'est pas bien, bah, il n'achète pas. Donc du coup TF1 a acheté et en plus est content du résultat. Alors ça inclut les autres reportages à l'intérieur du reportage, parce qu'il y a 4 reportages qui se croisent. Mais donc ça c'est déjà une bonne nouvelle et donc elle nous donnera la date et bien sûr on vous diffusera la date, on la diffusera sur le site, sur les écrans, voilà, pour que tout le monde soit informé à l'avance. Donc elle a bien noté de nous dire à l'avance pour qu'on puisse... Alors je ne sais pas si ça sera très à l'avance parce qu'elle nous dira dès qu'elle est au courant. Je ne suis pas sûre qu'ils la préviennent un mois à l'avance non plus. Donc voilà, on essaiera de faire passer l'information le mieux et le plus vite possible. Et qui plus est, on en aura un exemplaire, puisque je lui ai demandé qu'elle était favorable, quoi qu'il en soit, parce que les replays, ça dure pas trop longtemps certaines fois, ou quand elles n'en sont pas privées. C'est des négociations. Voilà. Eh bien, on va quand même passer au vote, hein, puisque... C'est fait? C'est fait. Eh bien, on va passer au dossier numéro 6, c'est ce que je disais. Vous suivez bien. Quelle information sur les décisions prises par délégation du conseil municipal. Et je vais laisser à Jean-Sébastien le soin de nous présenter les 2 dossiers, puisqu'on va parler des tarifs passe loisirs et puis également des tarifs de fret et d'utilisation de la salle des fêtes. Donc, passe loisirs. Suite à la fin des activités périscolaires votées par les parents d'élèves, le gouvernement a proposé le financement pour la création d'activités le mercredi, en remplacement des activités périscolaires. C'est une opportunité sur laquelle on s'est lancé, car ça résolvait quelques petites difficultés sur la commune. D'une, l'arrêt des temps d'activité périscolaire, ça diminuait les temps d'agents, notamment des ATSEM, qui avaient vu leur temps augmenter, leur temps de travail augmenter, et du coup, si on arrêtait les temps périscolaires, on aurait dû diminuer aussi leur temps de travail, donc afin de préserver l'emploi. D'autre part, ces activités périscolaires étaient appréciées des enfants, parce que ça leur permettait dans l'année, au lieu de s'inscrire dans un club et de faire la même activité toute l'année, de toucher différentes activités sportives ou culturelles tout au long de l'année. Ça, c'est une chose. Et d'autre chose, on avait aussi une petite lacune en termes d'encadrement sur les temps méridiens et sur les temps de garderie. Et avec la création des activités du mercredi, il y a un financement gouvernemental par l'intermédiaire de la CAF, à condition qu'on respecte les normes d'encadrement. Donc l'objectif, c'était, avec ces financements, de pouvoir renforcer l'encadrement des enfants à la garderie et au temps méridien. Voilà. Donc, afin de respecter ça, pour avoir le financement, donc, il faut être dans les normes ANSH d'encadrement, 1 pour 18, et il
des tarifs échelonnés selon le quotient familial. Donc c'est pourquoi vous avez des tarifs qui correspondent au quotient familial. Ainsi, on a toutes les conditions avec la rédaction d'un PEDP pour avoir le financement de la CAF. Voilà. Tarif salle des fêtes. Voilà, donc suite à la rénovation de la salle des fêtes, il a été fixé de nouveaux tarifs. C'était un peu imbuvable comme tableau, mais le choix avait été fait de pouvoir, pareil, échelonner les types d'utilisation et différencier le prix pour les personnes de Montbert, les personnes extérieures à Montbert, et sur les temps de location. Et aussi pouvoir avoir la possibilité de louer soit la petite salle, soit la grande salle, soit les deux salles. Donc déjà, on a extérieur Montbert, habitant Montbert, petite salle ou grande salle, et des tarifs week-end et des tarifs semaine. Donc c'est pour ça que le tableau est un peu imbuvable. Et après, on a dans la salle, il y a eu des nouvelles prestations qui sont apparues, c'est-à-dire un projecteur fixe sur scène et une sono ainsi que des jeux de lumière. Donc on a voulu mettre ces options pour que les gens puissent adapter leurs dépenses et leur utilisation de la salle. Voilà. Ce qui permet d'avoir une gamme de tarifs qui va pour un week-end de 600 € si on est une association locale partenaire de la commune, à 1450 à 1750 si on est une personne extérieure à Montbert et qu'on prend toutes les options de la salle. Donc là, je suis dans les tarifs week-end, c'est-à-dire on va de 600 € à 1750 € pour la location pour le week-end pour la salle. Et pareil pour les locations journée, on va pour une association locale pour les deux salles de 400 € à la journée à une personne extérieure qui aurait les deux salles avec toutes les options à 1150 €. C'est bon ? Si je vais juste le rajouter, il a été rajouté aussi des tarifs, donc des tarifs d'occupation pour les associations qui utilisent régulièrement la salle, notamment pour les cours collectifs, c'est-à-dire qu'on a fixé un tarif à 10 € de l'heure pour les cours collectifs récurrents. Voilà. On a mis aussi un tarif spécifique pour les associations de théâtre en résidence, c'est-à-dire qu'ils payent un forfait annuel pour pouvoir faire les répétitions sur scène, parce que une pièce de théâtre, c'est mieux si c'est joué sur scène. On peut la répéter dans une salle, mais il y a un moment, on a besoin de la scène pour répéter, et pour pouvoir y monter son spectacle. Donc actuellement, on a deux associations de théâtre qui sont soi-disant en résidence, du moins qui participent, qui profitent de ce forfait pour faire l'activité théâtre et faire des productions. Et voilà. Parfait. On reste toujours sur la possibilité pour les associations d'avoir la disposition des salles pendant une ou deux manifestations dans l'année. Oui. Dans le règlement intérieur, en fait, c'est pas dans les tarifs, c'est dans le règlement intérieur de la salle des fêtes. Donc il y a pour toute association locale partenaire de la commune, donc deux jours de location de la salle des fêtes complète avec toutes les options. Voilà, la sono, la vidéo projection. Très bien, donc merci Jean-C pour cette présentation. Nous arrivons au dossier numéro 7 qui est le compte rendu de la communauté de communes Val de Saône Centre, qui s'est déroulé donc à la séance du 30 octobre 2018. Le premier dossier nous importe beaucoup, puisqu'il s'agit de l'investissement touristique et l'attribution de fonds de concours à la commune de Montbert-sur-Saône. Donc la communauté de communes décide d'attribuer des fonds de concours pour participer au financement de la rénovation des sols des Jeux du Parc de la Batellerie pour un montant de 9 559 €. La plupart qui avaient été d'ailleurs aussi installés, ces sols. La réhabilitation des escaliers de la chapelle des Minimes pour un montant maximal de 11 300 €. Là, les travaux ne sont pas faits. Mais c'est un rapport. Voilà, le travail a été réalisé préparatoire a été réalisé par un architecte
agréé patrimoine, on va dire, ce qui était exigé donc par la DREAL et l'ABF, à chaque bâtiment de France. Maintenant, il faut aussi que la DREAL et l'ABF acceptent donc le projet tel qu'il sera présenté. Donc la DREAL, c'est la direction régionale, l'aménagement, aménagement et logement. Voilà. Et qui a toujours un œil très sourcilleux, puisqu'on est en site classé. Pas du tout. Merci. Pas du tout. Ensuite, nous avons une attribution d'un montant de 20 000 € pour la mise en accessibilité du camping et 4 400 € pour l'aide au développement des habitations de loisirs du camping. Je rappelle que c'est un élément que nous avions bien assisté au niveau de la commune de Montmerle, et je regarde Marielle, qui nous apportait beaucoup, puisque ça permet d'avancer au niveau des collectivités assez vite, comme la nôtre par exemple, et de pouvoir avoir le soutien de la communauté de communes, et non pas des investissements de la communauté de communes, directement sur le programme, et qui est un peu plus long. Au même titre, comme ça, la communauté de communes fonctionne comme les départements et les régions à cette aide-là. Investissement touristique, ça a été la même chose pour la commune de Garnerand. Donc, c'est pas que je vais tous vous les lire en détail, mais ça vous intéresse moins, je suppose, mais toutes les communes ont eu des projets et sont servies, bien entendu, puisque le montant de l'enveloppe totale, qui était de 150 000 €, n'a pas été tout consommé. Donc, aucun dossier n'est resté sur la table. Ça a été le même cas pour la commune de Monceau. Donc, vous voyez également de Toisset, de Guérin, de Saint-Didier-sur-Chalaronne. Ensuite, il y a eu le retrait de la communauté de communes de la convention de la gestion du plan d'eau du Moulin Neuf à Saint-Didier-sur-Chalaronne. La signature des procès-verbaux de mise à disposition ou de rétrocession de biens transférés aux communes au 1er janvier 2018. Les autorisations de signer un avenant numéro 2 au procès-verbal de mise à disposition de biens de la commune de Messimy à la communauté de communes d'Allos-Saut-de-Sang. Également, la compétence développement économique, donc, ont été définies les zones d'activité à inclure et à exclure dans le transfert général des compétences présentées dans le tableau ci-dessous. Donc, transféré à la communauté de communes, on retrouve le parc Visionis sur les communes de Montmerle, Guérin et Monceau, pour citer que les communes dont nous faisons, bien entendu, partie. Il y a eu la cession de 8 parcelles sur le parc Actival, donc sur la commune de Saint-Didier. Une convention de mandat avec le cabinet d'affaires Nakara Procom dans le cadre de la commercialisation de parcelles, toujours sur le parc Actival. L'autorisation de signer un avenant de convention avec la convention d'objectifs et de financement, donc pour ma petite maison, donc la crèche, avec la CAF de l'Ain. Et également une adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ain. Et puis une demande d'admission en non-valeur et en extinction de créances, en non-valeur pour un montant de 795,60 € et des extinctions de créances pour 1228,46 €. Également l'attribution d'une subvention d'équilibre au budget d'office de tourisme de 145 000 €, plus également celle du gîte de groupe pour un montant de 230 000 €. Et vous avez donc dans le budget Actival les décisions modificatives concernant, surtout liées à la vente de terrain et à leur aménagement. Il y a eu la présentation du rapport de la CLECT et l'attribution de compensation des communes membres, où la commune de Montmerle est une commune où c'est neutre l'attribution de compensation, puisqu'il n'y a pas eu d'impact concernant, je vous le rappelle, nous l'avions voté, l'aire des gens du voyage. Une décision modificative du budget principal, entre autres, on vient d'en parler tout à l'heure, sur les créances éteintes, ce qui a joué les créances d'admission en non-valeur, et évidemment les attributions de compensation, comme elles bougent et ça bouge, le budget aussi. L'avis du projet de fusion des syndicats intercommunaux d'eau potable de Dôme-Saône, Renon-Chalaronne, Renon-Vel et Vel-Chalaronne. Donc c'est les syndicats d'eau voisins, dans lesquels nous avions fait le choix de ne pas fusionner avec eux, pour rappel. Laissons faire. Ensuite, on a le compte-rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. La modification à la décision portant création d'une régie de recettes d'Égide de la Calonne, une convention annuelle de stage de formation avec l'Institut de formation auxiliaire de puériculture
IFAPtitude, convention de stage et de formation avec l'école Santé Sociale Sud-Est, l'autorisation de signature d'une convention d'adhésion au service de paiement en ligne Tipeee Régie concernant la régie de recettes des gîtes de la Calonne et la modificative par la décision de création d'une règle d'avance et de recettes de l'aire d'accueil des gens du voyage. Régie d'avance, excusez-moi. Convention de stage d'observation avec l'organisme MP Formation, modification numéro 2 à la décision donc, portant création d'une régie de recettes de l'accueil de loisirs, création également d'une régie de recettes de la patinoire. Tout ceci est modifié, puisque ce sont des nouvelles obligations également de paiement en ligne qui doivent s'appliquer à partir du 1er janvier 2019 pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. Donc celles-ci étant concernées, voilà pour quelles raisons nous pourrons toutes ces modifications. Et puis la dernière concernant les recettes de l'Office de tourisme. Voilà pour ce qui est du compte rendu de la communauté de communes Val-de-Saône-Centre. En information, je reviens vers vous, puisque nous avons rencontré les voies navigables de France et nous avions évoqué les nuisances sonores que nous avions eues, souvenez-vous, pendant l'été sur la Saône, mais plus exactement des jet skis ou des scooters, et nous avions évoqué la possibilité de déplacer la zone de ski nautique. On a eu un arrêté qui a été effectué par les voies navigables de France régionales, je vais le dire plutôt que notre local. Issu de ça, nous avions apporté des observations au mois de juin, suite à ce que nous avions évoqué lors du conseil municipal. Ces observations seront notées, mais ne seront pas transcrites dans le nouveau règlement qui sera proposé, puisque ce règlement qui nous a été proposé concerne surtout la partie sud de Villefranche, où il y avait une zone de ski nautique qui était dans un lieu de sortie de station d'épuration. Vous comprenez que celle-ci, évidemment, a été déplacée et descendue pour ne pas être dans cette même zone. On a regardé quand même avec les voies navigables si le ski nautique, évidemment, pouvait être déplacé et dans quelle mesure, si c'était le cas. Mais en fait, il y a très peu de possibilités, puisqu'il y a le pont qui est tout de suite derrière, et que la possibilité pour les skis nautiques est seulement d'1,4 km, ce qui est déjà peu, mais par conséquent, on ne peut pas. Ce qui a été par contre souligné, c'est qu'il y a bien des interventions qui soient réalisées, et ceci avec la brigade fluviale, puisqu'il n'est pas autorisé d'effectuer du jet ski ou du scooter en faisant de l'évolution. Passer, ça c'est possible, mais faire ce qu'ils sont en train de faire, ça, ce n'est pas possible. Donc ça a bien été rappelé et on regarde aussi avec eux comment pouvoir communiquer, principalement la mise à l'eau qui peut s'effectuer du côté du parking du mini-golf. Après, il y en a d'autres aussi ailleurs, mais ici sur ce lieu en disant, ben voilà. Les zones d'évolution se trouvent au nord de Mâcon, et puis il y en aurait une autre qui est à Châlons, et celle qui est de l'autre côté de Lyon est au sud de Lyon. Donc il y a très peu de zones d'évolution, et ce qui est préconisé, il y en aura peu, et pas davantage, d'après ce que nous expliquait sur la Saône ou le Rhône, puisque c'est quand même des problématiques de navigation, et qui les incitent fortement à aller sur des plans d'eau. Voilà, je voulais vous rendre compte un petit peu de ce qu'on avait évoqué et de cette réunion que nous avons eue avec les voies navigables de France. C'est quoi que vous appelez l'évolution? C'est quand ils font leur cabriole. C'est juste ski nautique en droite ligne. Non, les ski nautiques ont le droit de faire des zigzags et ainsi de suite, mais quand vous êtes en jet ski, ils n'ont pas le droit sur les zones de ski nautique d'effectuer leurs acrobaties. Ils ont simplement le droit de circuler comme un bateau aux réglementations des bateaux. En zone de ski nautique, la vitesse est plus élevée. En d'autres zones, ils n'ont pas le droit. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le droit de planter la machine, de faire des demi-tours, et ainsi de suite, de faire des 8, tout ce que l'on veut. Ça ouais. Non. Le ski nautique, voilà, lui fait une boucle. Exactement, donc il ne fait pas de perpendiculaire comme il procède. C'est pour ça que les zones d'évolution, c'est cette petite différence, et que ça ne se pratique pas de partout sur la Saône, et qu'il y a peu d'espace, et celle qui est vers Mâcon est de 400 mètres. C'est même une zone qui n'est pas très grande. En réalité, les comme ils disent, bon, on remonte, on fait tourner, voilà, mais c'est vraiment pas du tout de la navigation, et c'est ce qui crée pour nous le plus de nuisances.
Donc on rappelle bien, ce n'est pas autorisé. Encore moins dans le mini-golf aussi. Pour ma part, j'ai fini au niveau des informations et on va passer au tour de table. Allez Philippe, commence par toi. Trois points à évoquer rapidement. Le premier point, c'est revenir sur la commémoration donc, du 11 novembre, qui a été, je crois, une très belle commémoration, très rehaussée par la participation donc, des enfants des deux écoles de la commune, plus celle des enfants de l'école de musique. Donc on a bien félicité les enfants, et là, je voudrais renouveler ces félicitations aux enfants, mais saluer aussi tout le travail en amont qui a été mené par les professeurs des écoles pour que la participation des enfants soit une véritable réussite. Donc, je pense que tout le conseil municipal unanime sera d'accord pour adresser des remerciements publics donc, aux directeurs d'école et puis aux professeurs des écoles et bien sûr les renouveler aux enfants. Voilà. La deuxième chose, c'est l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée. Donc c'est un programme triennal qu'on avait voté donc en 2015. Sa réalisation a commencé donc dès 2016. Cette année 2018, c'est normalement donc la fin de la mise en œuvre donc, de cet agenda d'accessibilité programmée. Il reste encore beaucoup de travail parce que les services donc, ont été bien mobilisés, on le sait, pour favoriser donc, la réussite du Castel de Valrose. Il y a eu aussi quelques on va dire, difficultés aussi à mettre en œuvre donc, certaines parties de ce programme. Prochainement, donc, ce qui sera le plus visible, ça sera la mise en accessibilité des toilettes de la place du marché. Les toilettes publiques de la place du marché vont être mises en accessibilité avec des toilettes donc, qui seront en fonctionnement automatique. Voilà. La question de la mise en accessibilité des toilettes publiques du parc de la Batellerie est une question également récurrente et qui devra passer sous les fourches codines de la DREAL, là encore. Donc, ce qui signifie que ça prendra peut-être un peu plus de temps que ce qu'on aurait souhaité. La troisième chose, c'est vous annoncer la mise en place donc, de la série Opération Verte. C'est quelque chose que les services avaient préparé donc, dans le plus grand secret, mais avec beaucoup de constance. Donc ces opérations vertes, de quoi s'agit-il? Il s'agit de mettre en place des interventions ciblées dans les différents quartiers qui ont été délimités pour organiser les réunions de quartier. Donc ces interventions ciblées, donc on appelle opération verte, comprennent deux volets. Le premier volet, c'est mobilisation donc, de 2 ou 3 agents sur 2-3 jours dans ce quartier pour nettoyer, réparer tout ce qui a été constaté par les services eux-mêmes, par les élus, mais également par les habitants du quartier qui sont sollicités. Ils sont sollicités donc, sous la forme suivante, ils sont invités donc, à remplir un formulaire indiquant donc, les désordres ou les dysfonctionnements donc, qui sont à résoudre, qui sont à réparer, dans la limite évidemment des capacités financières et techniques de la commune. Et la prochaine opération verte donc, va se dérouler, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Et donc, on a déjà, je crois, des premiers retours, donc des personnes qui, dans un excellent état d'esprit de collaboration donc, avec la commune, ont signalé donc, quelques désordres et font même quelques propositions. Voilà. Le deuxième volet, c'est la mise à disposition donc, dans le quartier d'une benne pour que les gens puissent se débarrasser de leurs déchets verts. Voilà les deux volets donc, de ces opérations vertes, et c'est le secteur des mûriers, c'est comme ça qu'on l'avait indiqué, appelé, dénommé, qui ouvre le bal de ces opérations vertes, qui seront donc renouvelées très régulièrement. Alors il faut dire que ces opérations vertes donc, entrent tout à fait dans la philosophie que nous étions fixés en début de mandat, à savoir donc, apporter des services aux habitants et les faire participer. Voilà. Et on espère donc qu'il y aura un grand succès et que les gens donc, joueront le jeu également et ne viendront pas déposer donc, autre chose que des déchets verts
dans les bennes qui ne servent pas pour des encombrants, évidemment. Voilà. Elles sont surveillées effectivement, ces bennes, avec l'installation donc d'une caméra mobile de vidéosurveillance. Voilà. Ça ne remet pas en cause évidemment donc les éléments de la convention signée avec le parc des miniers qui se situent en dehors du système des opérations vertes. Voilà. Ça a bien été précisé d'ailleurs lors de la réunion lors de la dernière réunion de quartier, où le lotissement du parc des miniers était très très présent. Un lotissement très citoyen. Et j'en ai terminé. Jean-Sébastien. C'est une information, vous faire part de la date du repas des anciens, qui est fixée au 6 janvier. Donc les membres du CCAS, comme chaque année, invitent les élus. Donc je vais faire, pendant que le tour de table se finit, je vais faire circuler une fiche et sur laquelle j'aimerais que vous vous inscriviez d'ores et déjà si vous participerez ou pas. Voilà, merci. Pour faire le lien, les vœux auront lieu le lundi 7 janvier à 19h. On retrouve notre traditionnel lundi. Donc le lendemain du repas des anciens. Le conseil municipal du mois de décembre, la date sera vraisemblablement déplacée et je ne peux pas vous confirmer à quel moment elle pourrait être remise. S'il y en a une, puisqu'il faut qu'on voit après avec une opération aussi comptable de dernier instant. Mais ce jour n'est pas confirmé. Anne-Marie ? C'est bon. Nelly. Cyril ? Je voulais savoir où on en était au niveau du recrutement de la police municipale. Donc nous avons eu plusieurs CV, les CV ont été sélectionnés et les entretiens se réaliseront d'ici une quinzaine de jours à peu près. Ingénie, Hélène. Alors, moi j'aurais une question à poser à Marielle. Je reviens sur le Castel. Vous, pour information, je voulais savoir comment va se faire à part les Gîtes de France, comment vous allez faire la communication pour développer justement et faire connaître ça existe. Alors, plusieurs réponses. D'abord, par déjà le bouche à oreille, hein, tous ceux qui, et je vous invite à le faire aussi, beaucoup en parler autour de vous, et je sais que vous le faites. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on doit travailler en commission. Donc, on doit travailler, on a trois choses à travailler en commission concernant le Castel de Valrose, spécifiquement, plus tout le reste. Donc ça va être le volet justement communication, le volet partenariat avec les artisans et commerçants locaux et tout ce qui est... C'était quoi le troisième? J'ai un trou. On a 3 choses à faire. Une nouvelle journée porte ouverte. Alors oui, il y aura certainement une nouvelle journée porte ouverte, mais en début d'année. Ça, il faut que la commission... on reparle parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça et notamment en tenant compte des personnes qui travaillent le samedi. Donc on ne le ferait pas le samedi, mais ça, il faut qu'on en reparle. Aidez-moi la commission, c'était quoi? On a 3 choses à travailler. Bon, ça reviendra, mais voilà, on a encore beaucoup de travail. Et donc sur la communication, là on va s'y atteler maintenant. Et vous comptez faire une commission ouverte comme il se passe pour l'école ou sur le sujet de la communication? Pour le Castel en général. Pour travailler justement, pour faire développer ce Castel. Oh ben, on y a pas réfléchi. Ben, on va y réfléchir le 3 décembre. Moi, c'est une question qui m'a été posée par ailleurs, mais plus sur la communication, en disant comment vous allez vendre le Castel. Est-ce que vous pensez faire une commission ouverte? Alors, je me dis, je poserai à la prochaine commission, parce qu'elle me pose dans... Voilà. Ben, on va en parler à la prochaine commission.
C'est Parce que épuisant. justement, s'il faut du bouche à oreille, c'est très bien de faire une commission ouverte. Parce que d'abord, les gens extérieurs peuvent apporter leurs idées et en parler après autour d'eux pour développer. Je pense que sur Montmerle, il y a quand même beaucoup de monde qui sont au courant. Mais bon, est-ce qu'ils savent vraiment comment ça va fonctionner, etc. Il y a peut-être ça aussi à faire. Eh bien, il faut qu'on en parle, parce qu'après, il faut quand même qu'il y ait une structure. Ça ne faut pas faire une commission ouverte juste pour dire faire une commission ouverte. Enfin, faut réfléchir à c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on veut y mettre dedans, qu'est-ce qu'on veut y travailler, quel type de public. Donc, je sais pas, il faut qu'on en parle, il faut qu'on voit si c'est... si ça tient la route, parce qu'après, il y a des fois où on a l'impression que c'est une bonne idée, puis dans le faire, ça apporte pas grand-chose. Après, on peut aussi faire des réunions, sans faire une commission ouverte, faire des réunions d'échange d'idées, des brainstorming, si on reste voilà, dans le jargon professionnel, mais on va en parler, pourquoi pas, enfin, il faut qu'on y réfléchisse. Après, sur la communication, on a déjà des idées, mais il faut vraiment qu'on travaille dessus et qu'on mette des choses en place. Mais oui, de toute façon, il faut absolument communiquer un maximum. Oui, parce et que se faire connaître. Pour la foire, il y a une commission ouverte, hein, et ça fonctionne bien. Oui, mais pour la foire, c'est une commission ouverte qui fait des actions. Là, si tu veux, ça va être plus pour de la réflexion. Donc pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait une structure à cette commission. Il faut qu'on en discute. Oui, je vous inviterai aussi à vous rapprocher des offices de tourisme, évidemment, puisque là aussi, c'est un élément, une aide à la promotion. Oui. Pareil, ça doit être mené aussi en parallèle, et pourquoi pas dans cette commission qui se rejoint. C'était plus, la personne qui vient de parler, c'est plutôt de dire... Attends, excuse-moi, j'attends que Bernard, parce que moi, je n'entends pas. Pardon ? S'il vous plaît. Ah, c'est Bernard qui parle. Bernard, ouais, et du coup, comme il est petit dans mon oreille Bernard, gauche, s'il te plaît, tu es dans ton tour. Et du coup, je t'ai pas entendu en fait. Non, en fait, la personne qui m'a parlé, c'est de dire utiliser le savoir-faire des gens en termes de communication, certainement des Montmerlois qui ont des savoir-faire. C'est vrai que c'est pas un métier, la communication. Enfin, ça fait partie quand même d'une chose. Si on veut valoriser le Castel, on a intérêt quand même. S'il y a des gens qui ont des idées, alors commission ou pas commission, hein, comme tu disais, ça peut être aussi des échanges. Hein. On en parlera peut-être en commission. Oui, on va en parler en commission, mais pourquoi pas. Vive le Castel. C'est tout. Merci. Voilà. Les formulaires, je reviens au propos de Philippe, oui. De Philippe, pardon, les formulaires de demandes ou de remarques qui seront peut-être à disposition prochainement le seront. Ils sont déjà. En ligne. Très bien. Voilà. Alors c'est tout pour oui, donc les formulaires, ils sont en ligne, disponibles en ligne, et ils ne concernent pour l'instant que l'opération verte des mûriers. Oui, d'accord. Voilà, on fera tourner. Et il est déjà en ligne, avec ce qui était souhaité, c'est qu'il soit aussi possible d'être rempli directement pour éviter des doubles saisies. Et évidemment, pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de le faire en ligne, il est aussi à l'accueil de la mairie. Bien entendu, sur la forme classique papier. Ok, merci. Alors moi, je voulais poser la question recrutement du policier municipal, mais ça a été fait. Ouais. Une autre question, est-ce que vous continuez à rechercher des médecins ou est-ce qu'on en reste à deux médecins, enfin les deux médecins actuels, ou vous continuez à chercher? Oui. Je vais rester sur du conditionnel, puisque j'attends la véritable information. Nous avions rencontré avec Nathalie d'autres candidats, médecins, donc ça continue. Et je reste sur du conditionnel parce que j'aimerais bien avoir du factuel dans les mains. On aurait une bonne nouvelle, mais qu'on reste toujours prudent parce qu'on ne sait jamais. C'est une question de chance. Et on aurait un troisième médecin jeune qui sortirait des études. Voilà. Donc, et qui pourrait venir, c'est pour ça que je laisse beaucoup de conditionnels, dans le nouveau programme, justement.
Qui aujourd'hui... J'ai cette confirmation par invitat, je n'ai pas du médecin directement. C'est pour ça que je mets du conditionnel. D'accord? Aujourd'hui, qui est le médecin référent de l'EHPAD? On me pose la question, je ne sais pas. C'est un référent, un médecin gériatrique qui est de l'EHPAD directement. C'est un médecin de l'hôpital de Toisset, enfin du CHA Val-de-Saône, à l'issue de la fusion avec Toisset. Montmerle a rejoint le gros groupe Montvel, Toisset, Montmerle. Donc ils sont sur du praticien hospitalier à temps partagé. Donc ça veut dire que les deux médecins actuels n'interviennent pas à l'EHPAD? Non. Ah d'accord, je savais pas. Alors après, Ça dépend des patients. ça peut dépendre, mais... Les patients peuvent encore demander, est-ce qu'ils sont pas, voilà, ils ne remplacent pas en principe. La structure a son médecin pour pouvoir. Alors, les questions, c'est dans le désordre. Hein. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire une procuration par mail si on est absent, par exemple? Si je peux pas me rendre un conseil municipal. Oui, on peut le faire. D'accord, je vais me faire confirmer. Quand un adjoint est de permanence au téléphone, est-ce que c'est dans des créneaux horaires distincts ou c'est 24-24, l'adjoint de permanence? Alors, avec la grosse difficulté qu'on a, c'est que le téléphone ne passe pas de partout. Depuis qu'on est passé à notre fameuse nouvel opérateur. Il passe même, quand je dis pas de partout, c'est 80% zéro du territoire. Donc c'est une problématique de ce numéro. Donc service d'urgence. Quand c'est comme ça, par exemple, il y a eu c'était hier soir, un chat. Appelé les pompiers, ils vont appeler les pompiers, après le centre m'appelle directement et je viens. Les travaux chez monsieur et madame Laperrière, puisque vous nous en aviez informé, ça donne quoi? Pas de nouvelles depuis. Ils ont pu réintégrer leur domicile sans problème? Oui, je sais que le logement, l'hôtel avait été pris en charge directement par un habitat. Ensuite, il doit y avoir le passage d'experts, mais également du côté de M. Laperrière. Donc là, il est plutôt en attente de son côté, il me semble. D'accord. Les derniers éléments que j'avais eus, qui remontent déjà 10 jours à peu près, dizaine de jours. Et tout à l'heure, quand on a parlé des salles des fêtes, une toute petite précision, dans les 2 jours gratuits, le ménage n'est pas compris? Non. D'accord. Non, parce que toujours on s'est posé la question. Enfin, on a fait le ménage, mais on s'est posé la question. Est-ce que c'est faux? Merci. J'ai 2 ou 3 informations à vous donner. Ce qui concerne les travaux actuels de la commune, il n'y en a pas, mais il y en a qui vont démarrer bientôt. Principalement à l'impasse du Biais, où ça va gêner quelques riverains, où on va recréer un puits d'infiltration, parce qu'il y a beaucoup d'eau pluviale qui abonde dans ce quartier. Et deuxième chose, c'est la création de places de stationnement au lotissement des Clarias. Ça va démarrer sous peu aussi. Voilà, autrement des travaux pareils, il n'y en a pas d'autres. Peut-être s'il y en aura quelques-uns où il y a des bateaux qui vont être créés. Ça aussi, ça va démarrer bientôt. Ce qui concerne les gros travaux que vous voyez actuellement, ça concerne la communauté de communes. C'est la mise en séparatif de l'assainissement eau pluviale vers la Sable. Donc ça, il y en a pour 3 semaines, 1 mois au minimum. Sauf que certains étaient surpris jeudi matin de ne plus avoir d'eau parce qu'ils ont cassé la conduite d'eau. Voilà. Et deuxième chose, où c'est plus des problèmes de circulation que vous risquez d'avoir jusqu'au 1er décembre pour la communauté de communes, où il y a une société qui va passer des caméras dans les tuyaux. Donc ils vont ou barrer la route, ou faire de l'alternat, ou interdire de stationnement. Ça, c'est prévu jusqu'au 1er décembre. Mais c'est plus la gêne temporaire, ça, c'est pas, il ne pose rien. Voilà les informations que j'ai à vous donner. Mais où? Sur toute la commune. Ah, j'ai compris, la communauté de communes. Oui, c'est la communauté de communes qui doit faire. Je ne peux pas toute la commune, mais il doit y avoir au moins 10-12 rues concernées. J'ai un complément de question à faire. Ça concerne justement les travaux, notamment les voiries. Sur beaucoup de routes à côté, là, quand on va sur Bourgard, etc., ou quand on va sur Toisset, on a des endroits où les routes sont complètement défoncées, c'est pas nouveau, ça revient périodiquement, etc.
Sauf que je trouve que sur certaines routes de la commune, il y a un espèce de phénomène de faïençage ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est lié pas aux intempéries, mais à la sécheresse et au, comment dirais-je, à la pousse peut-être un peu importante de racines ou je ne sais pas trop quoi. J'ai remarqué ça récemment en me disant tiens, ça apparaît maintenant sur certaines routes, quoi. Ça faisait pas. Il y en a quelques-unes qui nous viennent aussi de témoignages. Hein. Je pense aux réunions de quartier que nous avons eues, d'utilisation inadéquate de la chaussée. Je parle des poids lourds qui n'ont rien à faire sur ces routes et qui les défendent. Parle également, évidemment, là aussi, des complexités aujourd'hui techniques que l'on retrouve, le zéro produit phytosanitaire, et là on n'est pas forcément sur les parties du milieu, mais ça nous engendre de plus en plus de difficultés là-dessus, puisqu'évidemment tout ce qui est racines et ainsi de suite ne peut pas être détruit, ce qui risque d'engendrer plus de frais. Ensuite, des mouvements de terrain, le sable et la structure qui est dessous, pas trop. Mais le faïençage, Bernard, si tu avais autre chose en plus sur d'autres lieux, parce qu'en fonction de chacun, on n'a pas tout à fait les mêmes phénomènes qui sont générés. Oui, ça, Raphaël parle de sur la commune, mais je pense qu'Alain... Non, moi je parle de sur la commune, si Alain, c'est pour la commune. Mais Alain, il posait aussi la question sur la route départementale. Non, il évoquait sur la route départementale. Ça, c'est les infiltrations, c'est autre chose. La route départementale, moi j'avais eu une réponse du département, en particulier sur la partie qui est en face de Pézieux. Oui, oui, mais c'est ça, ça vient là. Ça, c'est pour faire parallèle en disant, voilà, ça existe ailleurs, est-ce que nous, on a bien les mêmes choses? C'est bien. Pour eux, ça vient des terrains. Voilà, donc moi je dirais de l'utilisation en certains lieux, et puis après, aussi, il faut être conscient, c'est que théoriquement, une route, ce qui est préconisé par le département, ce que vous avez évoqué, devrait être refait tous les 15 ans et qu'on en est plutôt à 20 et ainsi de suite. Et je pense que dans certaines considérations, nous aussi, donc il y a bien un vieillissement qui s'effectue de la chaussée. On avait rencontré une entreprise qui effectue aussi ce système de pouvoir de récupérer avec des produits qui permettent de les reprendre. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'en année, on n'avait pas tant ce faïençage là, et ça se voit beaucoup plus cette année. Beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est dû aux sécheresses? C'est possible aussi. Bien qu'on ait du sable, mais il ne faut pas négliger le fait qu'on ait de l'argile souvent sous le sable aussi, bien plus en profondeur. Je peux reposer encore une question? J'ai zappé. De partout dans les villages, la communauté de communes, on voit que l'éclairage est éteint le soir, la nuit. Est-ce que ça, c'est envisagé sur mon air? Alors, on avait fait une étude auprès du SIEA, il a demandé, il y a 2 ans de ça, avant qu'on lance tout le renouvellement d'ailleurs, dans 3 ans même. Et la première réponse que nous avions eue sur tout du moins, ou presque réponse, on allait arriver là, c'est sur l'investissement qui était à mettre en place et sur le retour sur investissement. Nous concernant, puisque les communes urbaines ne payent pas le même prix que les communes rurales. Et pour nous, ce n'était pas d'un retour sur investissement immédiat, et surtout, il y a une autre priorisation qui était effectuée, il me semble, sur l'investissement. Philippe, Bernard et la commission pourront revenir dessus. C'est sur les coffres électriques, sur lesquels il y a un véritable retard qui existe. Philippe, si tu veux compléter. Oui, mais c'est complètement nos coffrets. On a 24 coffrets électriques qui alimentent l'éclairage de la commune. Il y en a au moins 15 qui ne sont pas aux normes. Donc il faut déjà commencer à les mettre aux normes. Et quand on sait les devis pour mettre aux normes, on est prudent. Non, mais je ne réclame pas qu'on éteigne la commune, hein, je vous rassure, parce que c'est pas très rassurant quand on voit. Voilà. Mais c'est des demandes que nous avons eues, donc nous on avait regardé quand même, parce qu'il y a moins de confort, et sur le retour, bon, c'est plus de mon côté un défaut professionnel, le retour sur investissement pour vérifier, voilà, parce qu'il faut mettre des horloges, évidemment, à tout ce système-là, le développer pour que ça puisse fonctionner. Et encore une fois, on ne paye pas, parce que le syndicat a aussi un fonctionnement de solidarité dans cette tarification. On n'a pas le même, sur les petites communes, on ne paye pas le même prix d'entretien. Donc, mais ça mériterait toujours de réactualiser aussi, puisqu'on avait changé l'éclairage, peut-être qu'on a aussi déjà une consommation moindre en fonction des ampoules aussi. Peut-être qu'effectivement, avec la modernisation de l'éclairage public dont vient de parler Schubert, qui a fait l'objet d'un programme pluriannuel, on peut peut-être envisager de se poser la question effectivement de l'extinction de l'éclairage public. Est-ce que c'est toute la commune qui doit être éteinte ou est-ce que ce sont des axes importants qui doivent être maintenus? Je pense que c'est un débat que
la commission d'urbanisme et des travaux peut essayer de commencer à explorer, tout en ayant recours également au service du SIEA pour vérifier eh bien, les apports que ça peut avoir sur le plan financier aussi. Oui, et puis c'est pas très rassurant, ça fait un peu coup de gorge quand même de certains endroits. Voilà, hormis ce système-là, on se rend compte que sur des lieux, bon voilà, je regarde Alain, en témoignage sur le secteur d'ailleurs, on voit bien que la lumière gêne, à l'inverse pour certains, et que je suis moins rassuré sur les incivilités qui pourraient se produire. Il y a les deux discours là-dessus. Certains disent également que les cambrioleurs, ils aiment avoir des éclairages publics parce qu'ils ne connaissent pas forcément les lieux, donc pour échapper, ça peut être intéressant. Arrêtez. Voilà, moi j'ai entendu ça aussi. Mais donc on peut peut-être... tout à fait. Voilà. La commission urbanisme et travaux y travaillera. Avec son collègue habituel. Et du coup, vous pouvez aussi étudier le fait qu'il y a certaines communes, de ma précision c'est plus intéressant, qui éteignent la nuit mais avec des détecteurs. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de passage, c'est noir. Dès qu'il y a un passage, ça s'allume et voilà, il y a des horloges et ça s'éteint automatiquement au bout d'un certain temps. Mais ça permet d'aller jusqu'au bout de la rue, se mettre dans sa voiture et rentrer chez soi avec un éclairage public. Et puis une fois qu'on a démarré, qu'on est parti, les lumières s'éteignent et la rue redevient... ça existe. C'est l'investissement. Mais prochainement, il y a une commission géographique d'échange organisée par le syndicat d'électricité. Bernard et Mireille vont y aller d'ailleurs, c'est à Saint-André-de-Corcy. Je ne doute pas qu'ils vont essayer de poser des questions et puis qu'ils apporteront du matériau de réflexion à la commission. Et plus tard au conseil municipal. Pour répondre un petit peu à Marielle, je ne suis pas contre ce qu'elle dit, mais il faut savoir qu'une armoire électrique qui alimente l'éclairage alimente forcément pas toujours les mêmes quartiers. Alors si tu mets ça risque d'éteindre tout un quartier, passage. Alors il y en a qui passent sur la grande route, mais ça va éteindre par exemple le haut ou inversement. Donc c'est un point à étudier profondément. Merci. Eh bien, il semblerait que toutes les questions soient épuisées. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une bonne semaine. Au revoir.